Yannick Senger, je suis manifestant à Gilets jaunes à Ille-et-Villers. C'est en ce nom-là que je viens vers Objectif RIC, et aussi par rapport à un atelier constituant qui s'est organisé à Shinratzheim le 29 mars 2019. Donc je viens aussi en leur nom à eux. Alors, c'est une formulation qui doit être un RIC en toute matière. Pas seulement les grandes matières connues, le constituant, l'abrogatoire, le révocatoire, le législatif, mais que la tournure puisse donner le maximum de pouvoir à l'initiateur d'une pétition. J'ai détaillé ensuite par la suite que l'initiateur, le texte qu'on propose ici à Shinratzheim, donne le maximum de pouvoir à l'initiateur. Ça, c'est le maximum de contre-pouvoir qu'on peut avoir par rapport au pouvoir étatique. Donc ça, c'est sur les matières. J'ajoute juste un point sur les matières, c'est que on doit pouvoir anticiper, dans l'abrogatoire, on doit pouvoir anticiper une loi qui est en train de s'établir, qui est en train d'être discutée dans les chambres parlementaires. Et pour ce qui concerne le niveau, c'est un niveau national exclusivement. Là, on avait tranché par rapport à certains sujets qui pouvaient faire polémique, comme par exemple l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ou le référendum où on ne savait pas de où à où il fallait poser la question, quels étaient les niveaux les plus pertinents. Donc, si les questions soient posées, la discussion était de les poser au niveau national. Alors, pour moi, c'est non, puisque ça rejoint aussi la réponse 1. Le RIC doit avoir une formulation en toute matière. C'est-à-dire que n'importe qui peut demander n'importe quoi par RIC, selon ce texte. Et du fait, il n'y a pas des différences de traitement. Ben, là, ça rejoint encore une fois cette même réponse. Toute matière dit qu'il est possible de demander par référendum la révocation de n'importe quel type d'élu. Pas juste éventuellement le président ou une personne d'une très haute fonction, mais qu'on s'ouvre le champ du possible de révoquer n'importe qui. Ça doit suivre la même pétition, les mêmes critères de validation, les mêmes passages par la voie référendaire. Alors là, la question s'est peut-être pas vraiment posée, puisque je précise que l'atelier a été précédé d'une phase d'explication que je peux montrer à l'écran. Ça risque d'être un peu flou, mais il y a un schéma que j'ai apporté dans l'introduction, on va dire, de l'atelier. Et ce schéma définit ce qui était pour moi le RIC, c'est-à-dire dans le schéma de création de loi, l'ajout d'une case de la possibilité du peuple d'émettre des référendums. Et dans peuple est globalement reconnu tous les citoyens. Donc la condition actuelle de la citoyenneté. Donc tous les citoyens peuvent proposer un RIC et sans changement des conditions de citoyenneté. Merci. Alors il y a des limites qui ont été abordées lors de l'atelier. Le RIC doit être protégé par des clauses, je lis tel quel, le RIC doit être protégé par des clauses pour ne pas desservir le peuple. Par exemple, ajouter une clause de respect des droits de l'homme pour éviter un RIC sur la peine de mort. Sauf qu'en réfléchissant plus en détail, il est possible de s'en sortir par la simple procédure du RIC en lui-même. C'est-à-dire, je regarde rapidement, si on peut s'en sortir avec tous les sujets possibles,
Mais pour éviter ce genre de problème, par exemple, suite à une tragédie, un attentat, une volonté de mettre en place un RIC sur la peine de mort, par exemple, le délai d'obtention du RIC est aussi là pour permettre une maturité, une réflexion sur la cause avant d'arriver au stade du référendum. Donc, pour nous, il n'y a pas besoin de se limiter en sujet. Merci. Alors, il y a deux parties dans cette question, selon moi. C'est la procédure de formulation dans un premier temps. Il faut pouvoir donner des outils qui permettent aux citoyens ayant une idée de la formuler proprement. Donc, cette procédure, ça se passerait majoritairement par une plateforme, il me semble. Donc, les citoyens écrivent d'eux-mêmes dans leur propre langage les textes qu'ils aimeraient voir soumettre. Ils seraient obligés d'y ajouter un certain nombre d'éléments, comme le mode de scrutin. C'est l'initiateur d'une pétition qui choisit lui-même le mode de scrutin. Ça doit être fait dès cette phase-là, si c'est un mode de scrutin qui donne plusieurs propositions de réponse, pas forcément juste oui ou non, mais qui donne lieu à des alternatives, c'est lui-même qui les définit dès le départ. Les conditions d'application, sous quel délai il aimerait voir appliquer son RIC et avec quelles conséquences si ça n'était pas le cas. Tous ces éléments doivent être apportés, selon nous, par l'initiateur dès le départ, sur une plateforme qui servira ensuite par la suite pour les pétitions. Il faut une instance d'État qui permet l'aide à la rédaction des pétitions. Mais cette instance-là, elle ne permet que d'aider l'initiateur. C'est toujours l'initiateur qui valide la forme exacte du texte qu'il aimerait voir développé. Ensuite, pour la pétition en elle-même, là j'ai un petit amendement en cours, mais je vous dis le texte de base et l'amendement tel qu'on aimerait le changer. On aimerait revoir tous les participants de cette réunion-là pour soumettre ce changement. Donc, on aimerait passer par, comme je disais, une plateforme nationale pour centraliser les pétitions. On est bien conscient des difficultés techniques que ça a implémenté, mais on pense que c'est faisable. Que les pétitions sur cette plateforme-là soient toujours placées dans un ordre aléatoire pour donner le maximum de visibilité à l'ensemble des pétitions et pas en privilégier l'une seule des pétitions. On puisse tout de même, par un système de classement, par recherche de mots-clés, arriver à une pétition qu'on aimerait rechercher. Et donc, pour la validation, il y aurait un seuil de 750 000 signataires. Ce seuil-là, il permettrait à quelques pétitions connues comme le mouvement du climat, et si on regroupe aussi l'ensemble des pétitions favorables au RIC, ces deux pétitions, par exemple, seraient validées. La plateforme qui gère toutes ces pétitions-là, c'est une plateforme d'État, mais obtenue via un logiciel libre dans lequel qui serait vérifiable, c'est-à-dire en tant que citoyen, on peut valider son bon fonctionnement. Donc, c'est des contraintes techniques qu'il faut qu'on résolve, mais globalement, on pense que c'est faisable. Maintenant, je donne la petite modification qu'on aimerait ajouter à ce texte-là, puisqu'on s'est globalement rendu compte que ce système de pétition pourrait être manipulable. Et donc, la version modifiée, c'est au lieu d'avoir une seule méthode de validation de pétition, d'en avoir 3. Et c'est encore une fois l'initiateur de choisir laquelle des 3 il préfère. Les 3 sont faisables, les 3 tourneraient en parallèle, mais l'initiateur d'une pétition, en fonction de ses préférences, peut choisir l'une de ces 3 méthodes. La première méthode, je viens de vous la décrire, c'est d'avoir un seuil de 750 000 signateurs pour une pétition d'ordre national. Ça implique que par exemple, que le signataire,
il est bien contraint de donner son nom pour signer une pétition. La deuxième méthode, elle consisterait à avoir un référendum binaire par circonscription. Êtes-vous d'accord que telle et telle question devienne un référendum national? Et là, dans ce cas-là, ce serait un vote par circonscription législative, donc si vous voulez par député, par zone d'un député. Et là, le vote serait secret. Ce serait déjà une grande différence. Et donc, on a l'habitude d'appeler le cercle croissant quelquefois aussi. Et ici, une majorité de oui signifierait que la pétition serait posée à échelle nationale. Et la troisième méthode, ce serait un sondage qui serait organisé le même jour, dans exactement le même bureau de vote, qui se passerait au jugement majoritaire. Les gens cocheraient, donneraient un jugement sur chaque proposition de RIC. Il n'est pas obligé de cocher toute la liste s'ils veulent, mais s'il y a des RIC qui l'admirent ou d'autres RIC qui le choquent, ils pourraient en cocher le jugement et passerait les 10 jugements, je vérifie, les 10 propositions les mieux jugées par les électeurs, par la majorité des électeurs, passerait alors la phase de validation. Cette question est assez liée à la précédente, bien sûr, mais le Parlement, l'idée du RIC qui est fait ici localement, c'est la possibilité du peuple, d'un n'importe quel citoyen, d'arriver jusqu'à la phase finale d'une modification de loi. Et sur le respect de certaines règles, il n'y aurait pas la possibilité de la part de l'État d'interrompre l'ensemble du processus. Un processus qui serait de bout en bout d'appartenance des citoyens. Donc le Parlement ne doit pas pouvoir revenir sur la décision d'un référendum qui est fait. Le référendum doit avoir un poids plus important qu'une décision prise par voie parlementaire. Et la décision d'un référendum doit attendre 1 an avant d'être à nouveau rediscutée éventuellement par un nouveau référendum. C'est le seul cas où il pourrait y avoir éventuellement un blocage. C'est-à-dire si on a un référendum qui a donné une décision A, il n'est pas possible de créer un autre référendum pour une décision alternative B, parce qu'il remettrait en cause la proposition qui a juste été faite. Donc c'est ce qu'on a appelé un délai qui évite un spam en langage habituel informatique, pour revenir à chaque fois continuellement sur une même question. La réponse principale à cette question-là, c'est la charte de Munich. La charte de Munich, c'est une charte qui a été signée, on peut trouver les informations sur Internet, mais qui n'est qu'une règle, qui devrait être retranscrite en loi. Alors cette doléance n'est pas exclusive pour le RIC, ce serait une doléance plus générale, mais cette charte permet de garantir le pluralisme lors de la phase de débat. La phase de débat, elle doit garantir la pluralité des opinions. Et donc, on a une phase de débat qui durerait 2 mois avec une obligation de couverture médiatique où on aurait l'égalité des moyens et des temps de parole. Dans l'égalité des moyens, on entend éviter qu'un groupe super puissant, beaucoup plus fort financièrement qu'un autre, mette une communication terrible, noyant l'opinion du deuxième groupe.
C'est toujours l'initiateur d'une pétition doit toujours être inclus complètement dans la phase de débat. Mais cette phase de débat, comme je disais, elle doit donner libre voix aux deux camps. L'opinion de l'initiateur et l'opinion complémentaire. Et cette phase de débat, là, elle doit aussi préciser les impacts financiers et les alternatives possibles. Tout ça, ça doit faire partie des recherches que l'initiateur apporte. Alors, cette question, dans un premier temps, elle avait divisé les participants de l'atelier jusqu'à arrive un éclair de génie, j'ai envie de dire, de la part d'un des participants, qui était de dire, eh ben, puisqu'on n'est pas d'accord, on laisse l'initiateur choisir. Et c'est par rapport à cette réponse-là qu'on est revenu en arrière sur tout un tas de réponses que je vous ai apporté ici la version finale de chaque réponse. Donc, ici maintenant, l'initiateur peut, pour le RIC de Shinratai, l'initiateur a le choix du mode de scrutin. C'est quelque chose qui détermine dès le départ. Donc les modes de scrutin possibles auxquels il aura droit, c'est le référendum binaire classique. Voulez-vous quelque chose? Oui ou non. L'autre mode possible, c'est le QCM, question à choix multiple. On a jusqu'à 4 propositions de réponse et on coche là où les propositions qui satisfassent. Sachant que le statu quo, c'est-à-dire la proposition on ne change rien, doit toujours être possible dans ce cas-là. Ou alors, le troisième mode de scrutin qui serait possible d'avoir, ce serait le jugement majoritaire. Et là encore, pareil, avec 4 possibilités de réponse, incluant le statu quo. Je précise tout de même que ce mode de scrutin a été jugé relativement compliqué de la part des participants parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce système-là. Et quant au lieu pour voter, le moyen qu'il faut avoir pour voter, ça se passerait encore une fois par Internet et en une semaine. Et ce choix-là, il a été fait pour éviter la possibilité aux citoyens de répondre « on n'a pas voté parce que ce jour-là, on n'était pas disponible ». Donc, il n'y aurait pas de quorum. Le fait de voter en une semaine sur Internet garantirait que l'ensemble des citoyens aient eu le temps de s'exprimer. La majorité, il n'y a pas besoin d'avoir de majorité qualifiée. Là, c'est une majorité à 50%, comme on fait aujourd'hui assez classiquement partout. Et encore une fois, on s'est posé la même question du tri des pétitions, parce que oui, on peut avoir plusieurs référendums organisés du coup sur Internet en même temps, il n'y a aucun problème, et les questions doivent être triées, rangées ici par rapport au soutien des pétitions. Les sondages sont interdits dès la phase de pétition pour éviter les biais, encore une fois. Parce qu'un sondage peut faire des biais sur le choix des électeurs, donc on les interdirait dès la phase de pétition sur les estimations du résultat de tel et tel référendum. J'ai répondu déjà à quelques parties, mais pas toutes, donc je refais rapidement le point. Sur la votation, j'ai répondu donc que ça se passait sur Internet et en une semaine, et que de ce fait, nous pensons qu'il n'y a plus de critères supplémentaires pour la votation à établir, comme le quorum, il n'y en a pas besoin, ou la majorité qualifiée, il n'y en a pas besoin. Le résultat fait force de loi, oui. Nous pensons que le résultat du référendum a une valeur même supplémentaire à la procédure classique, la procédure parlementaire. Le référendum, l'application du référendum doit être garantie par les forces de l'ordre
et en cas de manquement, il pourrait faire un usage de l'article 68 de la Constitution pour la destitution. Et là, la raison serait la haute trahison, la trahison de l'organe exécutif envers le peuple, dans ce cas-là. Sur les institutions européennes, nous considérons aussi que le référendum doit avoir une valeur supplémentaire au texte européen. Ça, je pense l'avoir mentionné avant. Le délai pour reposer la même question, oui, j'ai aussi mentionné avant, je pense, c'est un délai d'1 an. Il semble avoir dit 1 an avant de pouvoir reposer cette même question par un nouveau RIC, pour éviter, comme je disais, le spammage. Et donc la décision doit s'appliquer telle que, c'est-à-dire ça peut être oui ou ça peut être non, mais le résultat de la décision du référendum doit être appliqué, même en cas de refus, en cas de succès comme en cas de refus. Le délai qu'a le président pour signer une proposition acceptée par référendum est d'1 mois. Ça veut dire c'est le délai où le président s'engage à la mise en application d'un référendum réussi. Et tous les autres délais pour l'application même et les marges d'erreur, tout ça, ça doit être donné par l'initiateur d'une pétition. Donc, ça veut dire que c'est fait dès la phase, c'est réfléchi dès la phase d'initiative, dès la phase où l'initiateur il pose son texte à la base. Effectivement, il faut un organe de contrôle. L'organe de contrôle qu'il faut qu'on ait pour la mise en place du RIC, c'est un organe tiré au sort, on appelle ça une assemblée citoyenne tirée au sort, qui vérifie l'application des RIC, que cet organe soit régulièrement renouvelé et dont les participants ils vérifient la bonne application du référendum d'initiative citoyen. Je vais faire une petite séparation entre la théorie et la pratique. Parce qu'en théorie, on a des lois qui sont faites qui signifieraient la séparation des pouvoirs, qui signifierait que le RIC n'est pas réellement d'impact sur les représentants en eux-mêmes. C'est-à-dire que si je reprends mon schéma de base, par exemple pour la procédure législative, j'espère qu'on la voit, voilà. Nous avons une procédure classique sur ce côté-là, un petit retard sur la vidéo. Donc, cette procédure classique existerait toujours. Il y aurait juste une procédure supplémentaire qui serait la voie populaire, qui apporterait une possibilité supplémentaire au peuple. Donc, en théorie, j'estime qu'il n'y aurait pas d'impact. Par contre, en pratique, le RIC, il donnerait un moyen de contrôle sur les représentants, parce que le RIC peut largement être révocatoire, et pas seulement sur un type d'élu. Donc, on peut estimer que le RIC améliorerait la rigueur de nos élus. Donc, je préfère, pour la clarté, redire que l'impact sur les représentants, on trouve qu'en théorie, elle serait nulle. En pratique, ce serait un moyen de contrôle sur les représentants. Alors, dans ce qui doit être ou ne pas être, là, je suis moi-même membre, si on peut dire. En tout cas, je participe activement à Culture RIC, et là, on est en train de faire tout un tas d'ateliers de lecture du vrai débat et de Parlement et citoyens pour savoir ce que le RIC doit être ou ne pas être, et on a une très grosse liste pour cette question-là. Mais sur ce qu'on a discuté déjà chez Inratsheim, c'est que l'intérêt principal du RIC, c'est qu'il soit manipulable par le citoyen. Ça doit être un vrai contre-pouvoir du système représentatif.
Et donc là, l'intérêt principal de la proposition de Shinratzheim, c'est que le RIC est complètement contrôlé par l'initiateur. C'est lui qui choisit comment est-ce que c'est lui qui choisit déjà son texte, déjà à la base. C'est lui qui choisit la manière dont il l'a fait valider. J'ai un amendement en cours sur ce point. C'est lui qui choisit le mode de scrutin, c'est lui qui choisit les critères d'exécution. On est bien conscient aussi que le RIC ne doit pas être manipulé, et pour ça on mise encore une fois sur la charte de Munich, qui selon nous doit être retranscrite en loi. Le RIC il doit absolument être évolutif, ça c'est quelque chose d'important, parce que si on se rend compte que le RIC en lui-même n'est pas assez efficace, il faut qu'il soit de la possibilité du citoyen de le faire évoluer dans le sens, dans un sens ou dans l'autre. Si on voit qu'il est trop facile d'obtenir un RIC et qu'on arrive à des RIC, des référendums sur tout et n'importe quoi, peut-être qu'il faut l'endurcir, mais il faut peut-être aussi toujours être en mesure de pouvoir créer un référendum possible pour faciliter son accès éventuellement si on se rend compte que c'est trop délicat. Il doit y avoir une phase de modification de la Constitution qui doit permettre donc au peuple de vérifier la loi, ça j'ai dit, avec l'Assemblée citoyenne, il me semble. Il faut que le peuple ait un moyen de vérifier le bon fonctionnement du système global. C'est-à-dire comme il existe aujourd'hui le Conseil constitutionnel, on pourrait aussi avoir un conseil citoyen pour vérifier que le texte il soit conforme à la législation actuelle. Après, en cas de crise, il faut aussi penser au cas de crise politique. Il faut pouvoir créer une procédure accélérée pour que les organes de vérification ne soient pas des points de blocage éternels pour la création de loi. La principale difficulté qu'on a avec notre texte de Shinratzheim, c'est le passage, les difficultés techniques pour placer tout ça sur des plateformes Internet. On pense avoir des problèmes techniques pour garantir que les plateformes sont en bon état de fonctionnement ou ne sont pas trafiquées par une instance d'État, par exemple. Donc la confiance qu'on aurait à cette plateforme-là, ça risque d'être le point délicat. Et oui, comme je disais, on avait aussi un point décevant par rapport au système de pétition parce que le texte original parle exclusivement de pétition et c'est un point qu'on aimerait changer. Si on passe tout par un seul système de pétition, on risque d'avoir un RIC accaparé par les lobbies qui auraient des moyens infinis comparés à un simple citoyen qui émettrait un référendum, une proposition de référendum dans son coin. Si on demande à un simple citoyen de remonter un texte, d'avoir un soutien de 750 000 personnes, il va peut-être pas réussir, lui tout seul, dans la rue, à récolter 750 000 signatures, par exemple. Alors que pour un lobby, ce serait beaucoup plus facile parce qu'il pourrait avoir, imaginons, des bureaux un peu partout dans le pays et pourrait peut-être plus facilement inciter l'ensemble de la population à récolter l'ensemble des signatures. C'est pour ça que il y a l'amendement que je vous ai présenté tout à l'heure sur la phase de validation. Alors non, en fait, on n'a pas de stratégie et même assez ouvertement, nous pensons qu'il n'y en a pas. Puisque nous avons aussi vu la Constitution, quels étaient les moyens en place, et comme je peux le montrer dans mon schéma actuel, qui, je préfère préciser, c'est un schéma grandement simplifié. Donc actuellement,
il n'est que possible pour un parlementaire ou pour le gouvernement de proposer des choses. Donc on est au courant qu'il y a des stratégies d'intimidation qui sont actuellement en place. Je pense par exemple à l'opération Article 3 qui prévoit d'aller voir à 40 citoyens par circonscription de proposer un texte donné aux députés de chaque circonscription pour l'inciter à soutenir ce texte-là, puisqu'il vient tout de même de tout un tas de personnes qui sont venues le voir. Mais très, je veux dire, plus juridiquement, nous pensons qu'il n'y a pas de moyen pour forcer la mise en place de ce RIC, et d'aucun autre d'ailleurs. Ben, moi, je pense que il y a tout un tas de modalités qui sont qui est possible d'ajouter à ce texte. Par exemple, découper une proposition par article, où il serait par exemple possible de voter par article avant de faire un référendum global. On pourrait ainsi, moi je peux dire, j'ai marqué affiner le texte, donc l'enrichir avec, si maintenant il y a un texte où il y aurait une partie qui serait un peu plus litigieux, on pourrait choisir d'appliquer un texte donné sans une certaine partie, donc ça ce serait une amélioration possible. On a eu aussi une difficulté avec les sujets d'ordre communaux. Comment est-ce qu'on traite les sujets qui ont une valeur très locale? Et donc c'est là où c'est un petit peu décevant par rapport à l'échelle. L'échelle d'une proposition, on avait dit tout à l'heure que le niveau d'une pétition devait forcément être de niveau national, mais que pour les décisions de niveau local, il y aurait une solution à améliorer. Donc là, il y a encore un petit point un peu frustrant. Mais pour les sujets de compétences locales, là, il faudrait que les décisions soient prises plus localement. Il faudra avoir une assemblée. L'assemblée citoyenne serait à nos yeux, un meilleur outil. Si au niveau de chaque commune, si les communes permettaient aux citoyens de se réunir, par exemple, tous les mois pour revoir la décision, les décisions qui sont effectuées dans chaque commune, on pense que ce serait un meilleur outil. Et moi, pour conclure, moi j'aimerais remercier les participants qui, à mes yeux, ils avaient des très bonnes idées ce soir-là. Ça s'était passé le 29 mars à Shinratsai. Il y a vraiment beaucoup de gens qui nous avaient aidés pour l'organisation de cet atelier-là. Et on n'a pas pu malheureusement faire les conditions on n'a pas pu faire l'atelier dans les conditions qu'on avait initialement prévues et on a été secouru, on peut dire ça, par les manifestants de Shinratsai. Donc je remercie aussi les participants. On a organisé tout ça dans des conditions assez difficiles. Ça a été organisé dans des conditions assez difficiles, donc ça s'est terminé bien tard la soirée. Il faisait une température vraiment très froide. Donc je remercie aussi tous les participants qui étaient restés jusqu'au bout ce soir-là et ceux avec qui je suis encore en contact. Et vous aussi, je vous remercie Objectif RIC pour tout ce que vous faites. À très bientôt, merci.